Dans une serre souterraine abandonnée dans les jardins de Kyoto, Seth découvrit un carnet de 1927 illustrant des chrysanthèmes génétiquement modifiés. L'air humide dégageait un parfum sucré de pétales fossilisés, et les bancs de travail abritaient des flacons de verre contenant des liquides troubles et des étiquettes en kanji fané. Il feuilleta les pages jaunies, remarquant des notes en allemand archaïque sur l'hybridation et le rayonnement. Un croquis d'une fleur aux tentacules attira son attention, mais le bruit de pas le fit cacher le carnet sous son manteau. En sortant, il trébucha sur une racine exposée et tomba sur un panneau métallique rouillé, partiellement enterré. En le touchant, une lumière bleutée pulsa sous ses doigts, projetant des coordonnées célestes sur le plafond de l'abri. Le lendemain matin, Seth revint avec Kiko, une biologiste qui étudiait les plantes vénéneuses dans des temps plus oubliés. Elle analysa le panneau et conclut qu'il s'agissait d'un récepteur d'origine inconnue, capable de capter les signaux de satellites artificiels. Pendant qu'ils discutaient, un jardinier âgé aux gants de coton teint de terre s'approcha silencieusement. Son nom était Sanso, et il indiqua un faux mur derrière un bonsaï séculaire. À l'intérieur, des enveloppes scellées contenaient des graines étiquetées du nom de scientifiques disparus après le traité de Versailles, et une carte marquait des sites de culture interdits au Japon impérial. Sanso murmura quelque chose sur des fleurs qui écoutent, avant de disparaître parmi les fougères. Seth et Kiko suivirent la carte jusqu'à une clairière dans les montagnes, où ils trouvèrent une serre en ruine recouverte de lianes bioluminescentes. Au centre, un arbre au tronc tortueux présentait des fruits translucides, chacun contenant de minuscules sphères métalliques. En ramassant un fruit, Kiko remarqua que les sphères vibraient en synchronie avec les satellites qui passaient au-dessus d'elles. Cette nuit-là, alors qu'ils analysaient les sphères dans un laboratoire improvisé, l'une d'elles projeta une image tridimensionnelle de Seth marchant dans la serre souterraine, enregistrant chaque mouvement depuis sa première visite. Kiko suggéra que les plantes modifiées faisaient partie d'un ancien système de surveillance, mais Seth se demanda si les satellites suivis étaient humains ou quelque chose de plus ancien. Avant qu'il ne décide de détruire les sphères, Sanso apparut à la porte, tenant une des enveloppes du cachette. Il révéla que les graines contenaient l'ADN de personnes exécutées pendant l'occupation japonaise de la Mandchourie, fusionnées avec des mécanismes de communication extraterrestres. Le projet abandonné après la guerre visait à créer des réseaux d'espionnage biologique, mais les plantes avaient développé une conscience propre. Le panneau trouvé par Seth était un récepteur, et les sphères, ses yeux. Sanso implora qu'ils détruisent tout, mais Kiko argumenta que la technologie pourrait sauver des espèces en voie d'extinction. Pendant qu'ils discutaient, les lianes bioluminescentes envahirent le laboratoire, s'enroulant autour des chevilles de Kiko et lui transmettant des visions de villes futures où les humains et les plantes partageaient des souvenirs. Seth, partagé, prit le carnet de 1927 et remarqua une nouvelle page écrite de sa propre écriture. « Ne faites pas confiance à ce que vous voyez. Ils choisissent ce qu'ils montrent. » La nuit suivante, ils décidèrent de planter les graines en secret, les dispersant dans les jardins publics de Kyoto. Quelques semaines plus tard, des nouvelles de plantes mystérieuses guérissant des maladies et prédisant des catastrophes naturelles apparurent sur les réseaux sociaux. Seth, cependant, commença à rêver du visage de Sanso se transformant en une fleur aux pétales métalliques, murmurant des coordonnées qu'il ne pouvait pas se souvenir au réveil. Kiko, travaillant maintenant dans un institut de recherche, recevait des données cryptées d'origine inconnue, tandis que le panneau enterré dans la serre d'origine émettait un bourdonnement constant, comme un cœur battant hors du temps. Kiko commença à recevoir des colis anonymes contenant des fragments de météorites enveloppés de soie noire. Au laboratoire, sous une lumière ultraviolette, les échantillons révélaient des veines pulsantes qui s'alignaient sur les coordonnées projetées par les sphères. Elle compara les motifs avec les données des télescopes et découvrit qu'ils correspondaient à des signaux reçus en 1977, archivés comme une interférence cosmique. Pendant ce temps, Seth parcourait les jardins de Kyoto la nuit, documentant les changements dans les plantes. Des feuilles qui se courbaient pour éviter les pas des piétons, des racines qui évitaient les canalisations souterraines. Un matin, une femme en manteau blanc l'aborda dans le parc Maruyama. Son nom était Sora, et elle travaillait à l'observatoire de Kayana, à la recherche d'anomalies dans les satellites météorologiques. Elle avait vu des images de chrysanthèmes flottant en orbite basse, avec le même motif que les pétales fossilisés du carnet. Ensemble, ils se rendirent à l'observatoire, où Sora montra des enregistrements d'objets non identifiés en orbite synchronisée avec les stations de culture des graines. L'un d'eux, appelé Igambana 7, émettait des ondes radio identiques aux vibrations des sphères métalliques. Dans la salle des serveurs, Kiko découvrit que les données cryptées qu'elle recevait étaient des copies de protocoles nazis sur la symbiose biologique, signés par un scientifique dont le nom figurait dans les enveloppes de Sanso. En révisant le carnet, Seth remarqua que les illustrations des chrysanthèmes changeaient.
De nouvelles pages apparaissaient avec des croquis de satellites hybrides, mi-machines, mi-végétaux. La semaine suivante, lors d'une conférence à Champoux, Kiko présenta ses découvertes sous un pseudonyme. Un homme aux lunettes noires, assis à la dernière rangée, enregistra sa conférence et disparut avant le débat. De retour, elle trouva son laboratoire retourné et les météorites remplacés par des pierres ordinaires. Seth suggéra de cacher le carnet dans un sanctuaire shintoïste, mais Sora argumenta que les plantes s'étaient déjà répandues au-delà du contrôle. Les agriculteurs de Hokkaido signalaient des récoltes aux formes géométriques précises, et les pêcheurs d'Okinawa avaient vu des algues lumineuses formant des constellations dans l'eau. Sanso réapparut à la porte du sanctuaire, remettant à Seth une graine noire de la taille d'une perle. « Elles apprennent à parler », dit-il, avant d'être emmenées par des gardes en uniforme gris. La nuit suivante, Kiko décida d'injecter une des sphères avec son propre ADN pour tester l'hypothèse de la symbiose. La sphère s'est étendue en un réseau de filaments qui se sont connectés au satellite, projetant sur le plafond une carte stellaire en temps réel. Sora, surveillant les fréquences radio, capta des voix récitant des équations mathématiques en ancien japonais. Lorsque Seth toucha le réseau, il se retrouva dans un champ infini de chrysanthèmes, chaque fleur portant le visage d'un scientifique disparu. L'une d'elles, aux traits de Sanso, murmura « La terre n'oublie pas ». En même temps, dans toutes les villes où les graines avaient été plantées, les plantes commencèrent à émettre un bourdonnement sourd, audible uniquement pour ceux qui s'agenouillaient pour les arroser. Kiko se réveilla sur le sol du laboratoire avec une douleur lancinante au bras gauche, où la sphère s'était fondue à sa peau. Le réseau de filaments s'était retiré, ne laissant qu'une marque argentée en forme de racine. Sora analysa des échantillons de son sang et y trouva des traces de chlorophylle modifiées, tandis que Seth découvrit que le carnet contenait maintenant des cartes de tunnels souterrains reliant les jardins de Kyoto à des installations militaires abandonnées. Ils suivirent les coordonnées jusqu'à un abri souterrain sous un temple bouddhiste, où des dizaines de chrysanthèmes métalliques poussaient dans des réservoirs de liquide amniotique, connectés à des câbles qui montaient par des conduits de ventilation. Au centre, un ancien moniteur affichait des transmissions en direct de caméras de sécurité à Champoux, Osaka et Tokyo, toutes concentrées sur des plates-bandes de plantes avec les graines de Sanso. Des hommes en uniforme gris les encerclèrent, dirigés par une femme portant une épingle en forme de chrysanthème. Elle se présenta comme la directrice de l'Agence des ressources botaniques, affirmant que les plantes faisaient partie d'un projet de défense nationale contre les catastrophes climatiques. Kiko, cependant, remarqua que les réservoirs de l'abri souterrain contenaient des restes humains flottants entre les racines métalliques. La directrice offrit un financement pour la recherche en échange du silence, mais Sora enregistra la conversation sur un appareil caché dans son manteau. En fuyant par les tunnels, ils trouvèrent Sanso enchaîné à un mur, son corps recouvert de pousses noires qui pulsaient en réponse à ses paroles. « Ils se sont servis de moi comme engrais », murmura-t-il, avant que les pousses ne se brisent et ne libèrent des spores lumineuses. À la surface, les spores se répandirent dans la ville, germant en quelques heures dans les parcs et les jardins. Cette fois, les fleurs affichaient des visages humains sur leurs pétales, des politiciens, des scientifiques, des civils, tous avec des expressions de pure terreur. Kiko, maintenant avec des visions intermittentes de satellites en orbite, réalisa que les plantes transmettaient les souvenirs des victimes des expériences. Seth affronta la directrice lors d'une conférence de presse, présentant les enregistrements de Sora, mais les vidéos ne montraient que des interférences. Cette nuit-là, il brûla le carnet dans un incinérateur municipal, mais les cendres formèrent un motif identique à la carte de l'abri souterrain. Quelques semaines plus tard, dans une place de Nagasaki, un enfant cueillit une fleur avec le visage de Sanso et la mit dans sa poche. De retour chez lui, la plante murmura son nom et demanda où se trouvait sa mère, disparue dans un accident de voiture des années auparavant. Pendant ce temps, en orbite, Igambana ajusta sa trajectoire, s'alignant sur une constellation inconnue que seul Kiko pouvait voir dans ses rêves. Sora, maintenant surveillant les satellites depuis un ordinateur personnel, remarqua que tous les objets non identifiés convergeaient vers un seul point, les coordonnées enterrées dans le carnet brûlé. Seth, travaillant comme jardinier dans un cimetière, planta la graine noire donnée par Sanso à côté d'une tombe sans nom. Lors de la première gelée de l'hiver, elle fleurit en une orchidée aux pétales d'acier, dégageant le même parfum sucré de la serre souterraine.